Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 73. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. En marketing, on adore utiliser des mots qui n'existent pas. Et puis en plus, en général, on invente des mots en anglais. Donc c'est pas de l'anglais, mais c'est pas grave, on fait comme si. Bref, quand on n'est pas marketeux, c'est pas toujours simple de comprendre de quoi on parle. Et franchement, même quand on est marketeux, je vous cache pas que parfois on en perd un peu son latin. Alors c'est pas une critique, en réalité si on invente autant de mots en marketing, c'est parce que c'est un sujet en mouvement, que tout bouge tout le temps et que tout est à inventer. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que d'abord ça veut dire qu'on n'est pas déconnecté de ce qui se passe dans la vraie vie, des évolutions de la société et puis ça veut dire que c'est un métier qui change tout le temps, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis pour moi, c'est une très bonne chose parce que il faut que je vous trouve un sujet par semaine pour le podcast du marketing et le fait que les choses évoluent en permanence, ça me donne de quoi vous faire de beaux épisodes. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un terme qu'on entend très souvent dans la bouche des marketeux, un terme qui paraît simple à comprendre comme ça, alors qu'en fait, pas forcément. Et c'est un peu le piège d'ailleurs parce que comme il paraît assez simple, on n'ose pas forcément demander la définition, poser des questions parce qu'on a un peu peur d'avoir l'air idiot. Mais alors ça tombe bien, moi je n'ai pas peur de poser la question pour vous et ce mot c'est le branding. On parle de branding à tort et à travers, on le décline même en personal branding, mais qu'est-ce que c'est vraiment que le branding ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi ça sert ? Et quelle est la différence entre justement branding et personal branding ? Je vous propose qu'on décortique tout ça et vous allez voir que c'est un sujet central, extrêmement important pour votre stratégie marketing. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais prendre une seconde pour envoyer plein de bonnes ondes à Julie, qui est l'une des participantes de la première promotion de stratégie indépendante, qui a donc fini la formation il y a quelques semaines. Julie est naturopathe et il se trouve qu'elle lance aujourd'hui son podcast qui s'appelle Quinoa. C'est un podcast qui va vous aider à vivre une vie plus saine. Alors vous vous en doutez, la création de contenu fait partie de ce que j'enseigne dans le programme Stratégie indépendante. La création de contenu, ce n'est évidemment pas tout. En fait, c'est un seul des 7 modules de la formation. Mais personnellement, c'est probablement le module que je préfère. Alors, il n'y a pas que le podcast qu'on peut utiliser pour créer du contenu, bien sûr. On peut créer par exemple un blog, tout simplement, ou alors on peut faire de la vidéo sur YouTube, ou mais pas que YouTube d'ailleurs, ça peut être sur Facebook ou Instagram par exemple. Il y a vraiment plein de formats différents à créer. Mais voilà, Julie a choisi le podcast pour délivrer du contenu de qualité à son audience et puis bien sûr aussi pour asseoir sa crédibilité et entrer en contact avec ses futurs clients. Alors Julie, je te souhaite beaucoup de succès avec Quinoa et vous qui m'écoutez, si comme moi vous découvrez un peu la naturopathie ou si au contraire vous adorez ça, allez donc écouter ce que Julie a à dire, la connaissant, vous n'allez pas être déçus. Bon, mais avant de vous plonger dans la naturopathie et ses bienfaits, je vous propose de vous plonger dans le branding. Alors on commence par le commencement, qu'est-ce que c'est donc que le branding ? Le branding c'est assez simple en fait, c'est tout ce qui tourne autour de votre marque. Alors en général, quand on parle de ça, de la marque, on pense immédiatement au logo et on se dit que le branding, c'est le logo, c'est le nom, les couleurs de votre marque. Alors non, une marque c'est bien plus que seul le logo en fait partie bien sûr, mais une marque c'est bien plus large que ça. En fait, il faut vous dire qu'une marque, c'est réellement la personnification de votre entreprise. Si votre entreprise était une personne qui a un nom, bien sûr, qui a un physique, qui a des qualités, qui a des défauts, qui a des valeurs, qui a une personnalité, qui a une façon d'être, c'est tout ça, une marque, c'est vraiment la personnification de l'entreprise et c'est surtout la perception que le public, les gens, ont
de votre entreprise, pas seulement les clients d'ailleurs, les gens en général, la perception qu'ils ont de votre entreprise. C'est ce qu'on appelle en fait l'image de marque. Et la difficulté avec l'image de marque, c'est qu'on va pouvoir la travailler, bien sûr, on va pouvoir essayer de l'emmener quelque part, mais la réalité, c'est que vous ne la possédez pas. Vous pouvez essayer de l'influencer, vous pouvez essayer de l'orienter comme vous voulez, mais la perception que les gens ont de vous, ce n'est pas vous qui le décidez. Et en plus de ça, cette perception, elle va évoluer en permanence dans le temps. Donc, il va falloir un petit peu suivre les choses. C'est en ça que le branding est un sujet absolument passionnant et dont on peut parler pendant des heures. Je vais essayer de faire court sur cet épisode de podcast. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est en permanence en train de changer. Alors plus particulièrement, ce qu'on appelle le branding en général, ce sont toutes les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour influencer cette perception que les gens ont de notre marque, pour influencer finalement notre image de marque. Alors, quels sont les éléments qu'on va avoir dans cette image de marque et surtout, quels sont les éléments sur lesquels on va pouvoir avoir des actions? Alors, dites-vous que comme une personne, votre marque va se définir par des attraits qui vont être soit physiques, tangibles, soit intangibles. Alors vous allez avoir dans les éléments, on va dire plutôt tangibles, des éléments matériels comme le logo, la charte graphique, votre site internet par exemple, les cartes de visite, les documentations, les flyers, enfin tous les éléments physiques, tous les objets qui tournent autour de votre marque. Et puis vous avez des éléments immatériels, votre nom, le ton que vous allez utiliser quand votre marque va s'exprimer. On va même aller jusqu'à un certain lexique, très probablement. Vous ou votre marque utilise un certain vocabulaire. Vous avez peut-être aussi, pourquoi pas, une musique que vous utilisez régulièrement. Sur le podcast du marketing, par exemple, vous avez ce petit jingle qu'on a au début du podcast qui peut être maintenant assimilé peut-être au podcast du marketing. Pourquoi pas sur une marque qui travaille différents sens, vous allez pouvoir avoir une signature olfactive. Ça peut aussi exister. Donc, des choses qui peuvent être tout à fait immatérielles, impalpables. Et puis, pour aller encore plus loin dans les éléments immatériels, et ce sont des éléments extrêmement importants pour le branding, ce sera tout ce qui va avoir attrait aux valeurs de votre marque, à sa raison d'être, à sa mission, à la raison pour laquelle cette marque finalement existe. Ce sont tous ces éléments qui vont ancrer une marque dans l'esprit du consommateur. Donc ce sont tous ces éléments qu'il va falloir travailler pour pouvoir faire évoluer cette image de marque, ce branding, dans le sens qui vous convient. Mais alors quand on dit image de marque, je pense qu'on voit à peu près assez clairement à quoi on fait référence. Mais en fait, le branding, c'est quelque chose qui va pouvoir se décliner de différentes façons. On va pouvoir le voir sous différents angles. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, ce qu'on appelle la marque employeur. La marque employeur, on en parle beaucoup en ce moment, c'est apparu il y a quelques années finalement, je pense. Mais c'est très intéressant, en fait, c'est la perception de la marque dans les yeux des employés ou alors des futurs employés. C'est la perception de la marque dans son rôle d'employeur. Et alors là, qu'est-ce qu'on va regarder en général sur ces éléments-là? On aura les mêmes éléments probablement, en tout cas les mêmes grands piliers que le reste de l'image de marque. Bien sûr, on est dans un système de cohérence globale, mais quand on va regarder cette marque avec les yeux des personnes qui vont travailler pour cette marque, ou qui vont travailler avec cette marque d'ailleurs, pas seulement que, ça peut être avec, on va regarder les choses sous un angle un petit peu différent. On va regarder les valeurs de l'entreprise dans son rapport aux salariés. Alors typiquement, ce qui va être important, ça va être des éléments du type la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que ça va être la qualité de vie au travail? Ça peut être par exemple les avantages que vont pouvoir avoir les salariés. Mais ça peut être aussi des choses très palpables pour le coup, comme la décoration. Est-ce que les sofas dans l'entrée ou dans la salle de repos ou je ne sais où sont confortables?
Est-ce que on est content de venir le matin quand on arrive au bureau parce qu'on est dans un environnement agréable? Ça peut être aussi la façon d'aborder le travail. On parle beaucoup en ce moment évidemment de télétravail. On voit qu'il y a des entreprises qui vont aller dans le 100% télétravail pour un peu libérer les gens et leur permettre de vivre et de travailler à l'endroit qui leur convient. Et à l'inverse, on va avoir d'autres entreprises avec d'autres valeurs. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur là. Hein. Tout dépend, tout est recevable. Mais d'autres entreprises qui vont dire « Ah non, nous, on a besoin de créer une certaine cohésion entre nos salariés et de pouvoir se voir, d'avoir un lieu commun dans lequel on va se retrouver. » Donc tous ces éléments-là, cette façon de travailler, ça peut être aussi d'ailleurs des process de travail, hein, mais peu importe, tous ces éléments-là vont participer à cette marque employeur, à la façon dont on va voir cette entreprise quand on se positionne du côté de l'employé ou du futur employé. Et ces éléments-là, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à les regarder un petit peu rapidement, peut-être en se disant « Oh, c'est pas très très important ». En fait, c'est extrêmement important parce qu'une entreprise, en tout cas dès lors que c'est une entreprise qui a des salariés, elle ne peut vivre que si elle arrive à avoir des salariés et à conserver ses salariés. Donc c'est un élément véritablement extrêmement important pour une marque et donc pour son branding au global. On peut même aller un peu plus loin, c'est que parfois cette image de marque employeur participe à l'image de marque globale, en sens positif ou en sens négatif d'ailleurs. Un exemple qui me vient à l'esprit, ça va être Amazon. Si on regarde Amazon, on a une image de marque qui est un petit peu différente bien souvent entre Amazon, la marque, je dirais globale, et Amazon, la marque employeur, en tout cas en France. Amazon, la marque globale, ça va pouvoir être plein de choses différentes d'ailleurs, selon à qui vous posez la question, bien sûr, mais on va dire que ce sera la marque qui va nous permettre de faire des achats e-commerce très simplement, très rapidement, d'être livré très facilement avec un très bon service client. En tout cas, moi, c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit quand je pense Amazon au sens de marque en tant que consommateur. Mais si je pense Amazon marque employeur, là d'un coup je suis sur quelque chose, à tort ou à raison d'ailleurs, très sincèrement je connais personne qui travaille chez Amazon, mais en tout cas l'image de marque, la perception que j'ai d'Amazon en tant que marque employeur, c'est une marque dure, difficile, qu'elle n'a pas beaucoup de bienveillance envers ses employés parfois, qui va fonctionner à l'extrême efficacité jusqu'à aller presser le citron de ses employés. Donc pas quelque chose de très très positif. Et cette image de marque, on ne peut pas dire le contraire, ça a un impact sur l'image globale d'Amazon. Si on aime Amazon et qu'on est client d'Amazon, peut-être qu'on s'en fiche. On ne peut pas de toute façon passer à côté le fait qu'en France, l'image de marque globale d'Amazon a été en partie ternie par son image de marque employeur. Donc, faisons très attention à tous ces éléments-là. Le branding, c'est quelque chose d'extrêmement global. Hein. On l'a dit, c'est l'ensemble de la personnalité de la marque et surtout les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour orienter, faire évoluer, faire bouger cette image de marque. Mais attention, il y a plein de façons de regarder cette image de marque. Il y a plein de prismes, plein de regards par lesquels regarder. Et la marque employeur en est un. Il ne faut pas le laisser de côté. Un autre prisme qu'on va pouvoir avoir, j'en parlais en introduction, c'est le fameux personal branding. Alors le personal branding, qu'est-ce que c'est ? On en parle aussi beaucoup. Le personal branding, c'est finalement quand la personnalité d'un individu influe sur la marque au global. Alors bien souvent, ça va être la personnalité du chef d'entreprise. Par exemple, je peux vous citer Richard Branson avec Virgin. La personnalité de Richard Branson a totalement influé sur l'image de marque de Virgin. Vous avez Facebook et Mark Zuckerberg. Très clairement, ils sont assez indissociables maintenant. Vous avez Oprah et son show TV. Et d'ailleurs, c'est bien plus que son show TV maintenant. C'est une entreprise assez tentaculaire, mais clairement, la personnalité d'Oprah influe sur l'image de marque de son entreprise. Donc en fait, le personal branding, c'est quand la personnalité
du dirigeant, ou d'ailleurs pas que du dirigeant, d'une personne de l'entreprise, c'est lorsque cette personnalité, ses valeurs se retranscrivent dans les valeurs de l'entreprise et donc dans son image de marque. C'est vrai pour certains grands groupes, mais c'est surtout vrai pour les indépendants. En fait, quand on est indépendant, personal branding et branding, bien souvent, se confondent, parce que le dirigeant, l'indépendant, c'est la figure de son entreprise. Donc, ses valeurs, ce sont bien souvent les valeurs de son entreprise. Mais alors, attention, on confond souvent. Personal branding, ça ne veut pas dire livrer toute sa vie privée. Personal branding, ça veut dire donner des valeurs, ça veut dire donner une voix, une mission, une façon d'être. Ça veut dire aussi, pourquoi pas donner un certain lexique, un ton, encore une fois, ça fait partie de la personnalité. Ça veut dire une façon d'être dans ses choix, dans ses mouvements. Ça peut vouloir dire, pourquoi pas, une partie de sa vie privée. Mais attention, vous n'êtes pas obligé. Lorsque vous voulez faire du personal branding, vous n'êtes en aucun cas obligé de livrer votre vie privée. Vous restez, et c'est la beauté du personal branding, vous restez totalement maître de ce que vous partagez. Donc vous montrez bien finalement ce que vous voulez. Le meilleur endroit d'ailleurs pour faire du personal branding, assez logiquement, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est l'endroit où peuvent se mêler un petit peu la marque et le personnel. Encore une fois, à vous de placer le curseur. Si on parle de LinkedIn par exemple, on va pouvoir mettre un petit peu de personnel peut-être dedans, mais c'est pas le gros du sujet. Si vous êtes sur Instagram, peut-être que vous allez partager un petit peu plus de votre vie ou encore une fois de ce que vous voulez montrer de votre vie. Bon, mais c'est bien joli tout ça. Si on revient sur le branding au sens général, global du terme, à quoi est-ce que ça sert au final, le branding ? Le branding, l'image de marque, c'est extrêmement important pour votre produit. Parce que dans un produit, il n'y a pas que la qualité qui fait sa valeur, il y a, et j'ai envie de dire, il y a surtout sa valeur perçue. Sa valeur perçue, ce n'est donc pas sa valeur réelle, c'est la valeur que les gens, les clients et pas que les gens perçoivent, qu'ils imaginent, ce qu'ils estiment être la valeur de votre produit ou de votre service. Et cette valeur perçue, elle vient d'où ? Elle vient principalement de votre image de marque. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette valeur perçue, cette image de marque, c'est bien souvent le premier contact que votre marque a avec votre prospect. Les prospects, vos futurs clients, connaissent votre image de marque bien souvent avant de connaître votre produit, c'est-à-dire qu'en fait, ils vous connaissent de réputation. Donc, si vous avez une bonne image de marque, vous avez des chances d'attirer des clients à vous. Si en revanche, votre image de marque est négative, ça va être beaucoup plus compliqué de faire venir les clients à vous et en fait, de renverser la vapeur, de leur prouver la qualité de votre produit ou de votre service. Donc, ce qu'il va falloir garder en tête, c'est qu'une marque ne vit pas sans un bon produit ou un bon service, mais ce produit ou ce service, il aura beaucoup de mal à vivre sans une bonne marque, sans un bon branding. Bon, mais alors comment est-ce qu'on fait pour développer ce fameux branding ? Quels sont les éléments sur lesquels on va devoir travailler ? Je dirais qu'il y a 3 grandes étapes, 3 grandes choses, 3 grands piliers à travailler. Le premier, ça va être de définir l'identité de l'entreprise, de définir sa personnalité. Donc là, on va pouvoir rentrer vraiment dans le détail. Vous me voyez venir, un travail de persona appliqué à votre entreprise, à votre image de marque peut tout à fait se faire et je vous invite à le faire. Le deuxième pilier à travailler, ça va être de créer l'histoire de votre marque. Si vous y réfléchissez, en tant que personne, vous êtes qui vous êtes parce que vous avez une histoire. Votre histoire vous a façonné et fait partie de vous. C'est la même chose pour votre marque. Il faut que vous ayez une histoire de marque. C'est extrêmement important de contextualiser qui est cette marque. En fait, ça la rend
tangible. Et comment est-ce que vous allez faire pour travailler cette histoire? Eh bien, vous allez le faire au travers d'une technique marketing dont on a déjà parlé dans un précédent épisode et qui est une technique passionnante, c'est le storytelling. Je vous invite à écouter l'épisode sur le storytelling, je vous mettrai le lien en commentaire. Et troisième pilier, une fois que vous avez défini votre identité, votre personnalité, une fois que vous avez un petit peu construit cette histoire autour de cette personnalité de marque, eh bien, il va falloir faire vivre cette histoire, la faire vivre au présent, et ça, eh bien, ça sera dans toutes les actions que votre marque prendra dans le réel. Dans le réel, ça veut dire dans ses actions de communication sur les réseaux sociaux, mais pas que, de savoir qui est cette marque et comment elle agit et interagit avec son audience. Parce que gardez en tête pour quelles raisons est-ce que l'on fait tout ça, pour quelles raisons est-ce que l'on va travailler ce branding, toutes ces actions sur la personnalité de notre marque. Eh bien en fait, c'est pour une chose très simple, c'est pour créer un lien émotionnel avec les consommateurs, avec les employés, avec les fournisseurs, en fait, créer un lien émotionnel avec absolument toutes les personnes qui peuvent interagir avec notre marque. Pourquoi ? Mais parce qu'on sait que c'est l'émotion qui fait agir. Donc, créer un lien émotionnel est excessivement important si vous voulez donner réellement vie à votre marque. Alors, je résume. Le branding, c'est la personnification de votre marque, ce qu'on appelle l'image de marque. Vous n'avez pas vraiment le contrôle dessus, désolé, vous n'avez pas le contrôle dessus puisque, eh bien, c'est ce que les gens perçoivent de votre marque, mais vous pouvez bien sûr l'influencer par vos actions justement de branding. Alors le branding, ça vaut pour toute votre entreprise, mais ce branding, il se décline aussi en fonction, eh bien, soit de la position dans laquelle on se trouve, soit de l'élément qui influe sur la marque. Si je prends la position dans laquelle on se trouve, pour un employé ou un futur employé, c'est la marque employeur qui va être importante. La marque employeur va correspondre à la perception qu'ont les employés ou les futurs employés de votre entreprise. Donc on va travailler certains éléments de façon peut-être plus pointue que, eh bien, sur l'ensemble de l'image de marque. Et puis si on prend un élément qui influe sur la marque globale, eh bien on aura par exemple ce qu'on appelle le personal branding, où la personnalité du dirigeant ou d'une personne de l'équipe influe sur l'image globale de l'entreprise. Bon, mais à quoi ça sert tout ça ? Eh bien l'image de marque développe la qualité perçue qui est indispensable en plus de la qualité tangible de votre produit ou de votre service. La qualité perçue, c'est ce qui fera qu'on vous connaîtra vous et qu'on vous choisira vous parce que c'est basé sur l'émotion. Alors comment fait-on pour développer son branding ? Eh bien, on développe une identité histoire d'être cohérente tout au long de nos actions. On crée une histoire autour de cette identité parce qu'on a besoin d'histoire pour faire vivre une personnalité. On a en fait tous une histoire. Et puis on ancre cette histoire dans la réalité, eh bien, en la faisant vivre au présent. L'objectif dans tout ça, c'est de créer un lien émotionnel avec toutes les personnes avec qui notre marque interagit, c'est-à-dire nos clients, bien sûr, mais aussi, eh bien, vos futurs clients, vos employés, vos fournisseurs, toutes les personnes qui évoluent autour de vous. Donc, vous l'avez compris, le branding, c'est peut-être un mot inventé par le marketing, mais c'est surtout un élément essentiel à votre marque. C'est en fait tout simplement ce qui fait vivre votre marque. La semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet, mais c'est un sujet que je trouve personnellement passionnant aussi, même si en réalité, eh bien, il fait un peu peur. La semaine prochaine, on parlera de ce moment compliqué et important à la fois, qui est le fait de passer de salarié à entrepreneur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on saute le pas ? Quels sont les obstacles, les peurs qu'on peut avoir ? Et puis, qu'est-ce qui fait que c'est une bonne idée ? Comment on sait si on est fait pour ça ? C'est quoi la mentalité entrepreneur ? Bref, j'ai hâte de vous en parler. Je suis sûre que vous aurez plein de choses à dire à ce sujet. D'ici là, eh bien, si vous voulez qu'on reste en contact, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je vous dis à très vite.